À tous. Alors, le secrétaire de séance ce soir, c'est Gilles Chalumeau. Madame Sens. Présente. Présente. Monsieur Jourdain. Présent. Madame Poiret. Présent. Monsieur Chalumeau. Madame Pouillet. Pouvoir à absence. Monsieur Monchat, pardon. Pouvoir à Gilles Chalumeau. Madame Lemonnier. Monsieur Chartier. Présent. Madame Luçon. Présent. Monsieur Dodin. Présent. Madame Guérino. Présent. Monsieur Marsal. Présent. Monsieur Brasseur. Présent. Madame Rogoin. Pouvoir à Karine Lémonier. Monsieur Robouillot. Présent. Monsieur Robillard. Pouvoir à Serge Dodin. Madame Blondeau. Présent. Madame Bonin. Présent. Monsieur Abram. Alors, pouvoir à Monsieur Uzel. Madame Taguet. Présent. Madame Fenéa. Pouvoir Rémi Olin. Monsieur Uzel. Présent. Monsieur Aberclaude. Pouvoir à Pierre-Olivier Marsal. Monsieur Cousy. Présent. Monsieur Eulin. Présent. Madame Lardeux. Pouvoir à Emmanuel Brasseur. Ensuite, Monsieur Wallet. Présent. Madame Dubois. Présent. Et Monsieur Carnet. Présent. Alors, je vais faire passer la feuille d'émargement. Ok. Alors, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil précédent. Est-ce qu'il y avait des remarques? Vas-y, Mathieu. La page 2, tout à la fin de la page 2, dans le contrat local, Oui. dans le prolongement des actions de participation citoyenne et la volonté appliquée à nous favorisant la construction entre les élus et les habitants, le conseil municipal a voté l'unanimité pour la mise en de voter de cette Ah oui, la mise en place de cette la mise en œuvre ou ouais. Ok, on va faire avant que ça parte la modif. Il y avait d'autres remarques? Non. Alors on va passer au vote. Qui est pour approuver ce procès verbal? Moi aussi, je veux du coup. Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'y en a pas. Si. Ok. Nous allons passer à l'ordre du jour. Première délibération. C'est le plan numérique dans les écoles. C'est une délibération pour passer une convention d'adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail dans les écoles, le iPrimo, pour entre 2022 et 2026. Alors, iPrimo, c'est un espace numérique dédié aux primaires, c'est-à-dire aux maternelles et élémentaires. C'est un outil intuitif pour les parents. Ils peuvent télécharger l'appli aussi sur leur téléphone. Ça leur permet un lien avec les écoles. Ils peuvent, donc les maîtresses, mettre dessus les productions qui ont été faites dans la journée ou dans la semaine. Vous savez que les parents ne peuvent plus rentrer dans l'école, donc c'est très apprécié en maternelle en tout cas.
aussi des fois des petits films sur les activités qui ont été faites, les petits ateliers. Et pour les élémentaires, ça a aussi un côté très pratique, c'est le cahier de texte, où les parents peuvent aller voir les devoirs, mais aussi ils peuvent aller voir, pour l'enfant qui a été absent, comment montrer à l'enfant l'exercice, le style, la pédagogie, pour qu'il n'y ait pas de différence entre la façon de faire des parents et celle des professeurs, pour que les enfants s'y retrouvent. Enfin, donc c'est quelque chose qui était demandé par les écoles. Pour l'instant, il y en a 3 sur notre commune qui s'y sont inscrites. Ça se trouve dans l'année, la 4e école va y aller, il faut une petite formation. Donc, on conventionne avec l'académie et ça a un coût qui est de 1,50 € hors taxe par enfant. Et après, même si on conventionne là pour 3 écoles, on peut changer et rajouter des enfants et des classes au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vous trouve c'est un outil quand même assez intéressant. Hein. Vous savez qu'on a une volonté quand même de faire d'amener le numérique dans les écoles pour les aider dans leur pédagogie. Est-ce que ça amène des questions de quelqu'un sur cette adhésion à e-primo? Par an. Oui, par enfant, par an, hors taxe. Et le compte qu'on prend, c'est comme pour nos subventions, c'est le chiffre des enfants qui est à la rentrée des classes. Même s'il y en a d'autres dans l'année, c'est pas grave, c'est le chiffre de la rentrée des classes qui fait foi. S'il y a une dizaine d'enfants qui rentrent en cours d'année, C'est pas ça, voilà. ce sera pas Non, ce sera en septembre d'après. On verra toujours la même chose avec la 4e classe, enfin la 4e, la dernière classe, la dernière école. Dans l'école, oui. S'ajoute l'année prochaine, on sera toujours dans les conditions tarifaires préférentielles. Oui, ça ne jouera pas assez quand même, je pense, pour faire baisser la convention, elle va jusqu'à 2026. Alors, il ne peut pas y avoir d'augmentation. On fait une convention avec un prix. Après, voilà, ça ne changera pas grand-chose. Il aurait fallu. C'est pour ça qu'on a incité quand même, l'éducation a incité depuis quelque temps les écoles à aller vers ce système pour qu'il y en ait beaucoup. Après, enfin, s'il n'y a que nous, mais s'il y a d'autres communes, oui, après, voilà. Sauf le nombre d'enfants de la 4e école. Ah, pour nous, ça changera. Ça changera la participation. Ah, ben, nous, on va payer par enfant chaque an, chaque année. Mais pour dire de faire baisser le prix de 1,50, mettons à 1,40 sur... après, il faudrait qu'il y ait de plus en plus, mais il y a déjà énormément d'écoles qui sont affiliées. Hein. C'est un phénomène qui a bien pris, ça, quand même. Parce que, alors, oui, il faut que les maîtresses l'alimentent. Ça leur demande aussi un travail supplémentaire, mais un travail qu'elles retrouvent quand même dans le lien avec les parents. Et avec aussi les enfants qui perdent moins pied, parce que même quand ils n'ont pas été présents, ils ont vu. La maternelle, elle donne aussi des références de jeux éducatifs qui sont vraiment basés à leur âge, à ce qu'ils ont déjà appris. Donc c'est voilà, c'est un travail, mais qu'elles acceptent, puisque beaucoup d'écoles s'y sont mises. Après, je vous dis, hein, la 4e, je pense que si ce n'est pas cette année, elle y viendra aussi. Il faut juste que, voilà, ils vont se parler entre eux, comment ils font les pratiques. Il y a des professeurs qui ne savent pas encore trop comment ça fonctionne. Et nous on ne demande pas une obligation aux professeurs, enfin aux apprenants. C'est délicat d'imposer aux professeurs une pratique, je trouve. Hein, on incite, l'éducation aussi incite, les parents vont inciter. Hein, je pense que dans les prochains cas, les parents d'école qui n'y est pas allés, je pense qu'ils vont dire pourquoi vous n'y êtes pas allés, puisque les autres écoles y sont. Mais on ne peut pas obliger. Chez l'éducation nationale, là, on n'a pas de pouvoir d'obligation pédagogique. Alors, je parlais pour ceux qui le prennent. Ah oui. On dit oui. Oui. Et puis, parce qu'une école a dit oui, ça ne veut pas dire que l'ensemble des instituteurs étaient en accord avec cette décision et que du coup, on va payer et acheter pour des élèves qui finalement... Ah si, nous là, c'est les classes qu'on va payer, c'est les classes qui vont s'en servir. Donc ça correspond à 3 écoles, mais complètes. Mais il aurait pu y avoir effectivement sur une école 3 classes sur 5, mettons, mais c'est pas le cas. Là, l'école test a été, il
y a 3 ans, c'est 3 ans, hein, la maternelle Gérard Philippe était école pilote. Donc c'est l'éducation nationale qui avait pris en charge l'abonnement. Ils étaient école pilote pour voir comment ça fonctionnait et inciter les collègues et montrer aussi. Donc ça vient gentiment, quoi. Mais ça pourrait être que quelques classes. Ils n'obligent pas non plus toute l'école. Mais là, toute l'école, à chaque fois, elle dit oui, on y va. Une petite remarque sur la convention qui est proposée. En fait, on va s'engager pour un certain nombre de comptes, je ne sais pas, 400 par exemple. Oui. Donc si l'année prochaine il y a plus d'élèves, on pourra avoir plus de comptes. Par contre, si on a moins d'élèves, on ne pourra pas avoir moins de comptes. Ah bon? Ça sera 4. Ah, je croyais que Sur c'était la le nombre durée qui... du marché, la collectivité ne pourra pas commander moins de comptes que le besoin exprimé lors de l'adhésion au présent du Ah, je n'avais pas compris ça, quand tu c'est un l'avais peu expliqué. anecdotique parce que ça va pas... Oh, parce qu'à mon avis, quand on a commencé, on n'a pas envie de s'en priver. Toujours ça. Mais- Ça va plutôt l'imposant qu'on... Non, parce que quand j'avais demandé comment il faisait le compte, parce qu'on sait bien, il arrive des enfants tout au long de l'année, et ça fait plusieurs années qu'on finit avec 10 enfants de plus à la fin d'année par rapport au début. Elle dit, c'est pas grave, c'est le chiffre du début d'année. Donc je pensais que c'était chaque début d'année qu'on payait pour... Enfin, moi, il m'a semblé que c'était ce qu'on nous avait expliqué, que c'était en début d'année, au nombre de classes, et donc d'élèves derrière, qui étaient inscrites. Pas à la baisse. On espère que nos écoles ne feront pas marche arrière. Bah oui, ce sera embêtant. Parce que bon, c'est une dotation qu'on fait en plus de ce qu'on fait. Hein. On n'a pas à supprimer les subventions aux fournitures, ni à la COPE. Voilà, ça c'est en plus. Dans le plan numérique, on est parti là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération ? Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour qu'on adhère à l'IPRIMO? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Alors, délibération suivante, c'est un renouvellement de la convention avec UNCAFN. C'est la section d'Arnage qui s'occupe des anciens combattants de la commune et des alentours, qui maintiennent des liens, qui proposent des activités, qui font des visites même. Quand certains sont hospitalisés, enfin il y a vraiment un vrai lien et beaucoup d'interaction derrière cette association. Donc c'est la mise à disposition de locaux en fait, cette convention. On a la cafétéria ou la salle Beruet environ une fois par mois pour des réunions de bureau à titre gracieux. Et pour la bulle, il y a une convention donc, qui réserve 4 dates pour un montant de 1 100 € pour les 4 dates. Alors, vu le contexte sanitaire, il y a des dates, parce que d'habitude, ça ne posait pas de problème, les dates. Il se peut, elles sont juste indicatives, parce que déjà, pour NC, la première n'a pas pu se tenir. Mais il n'est pas dit qu'ils ne pourront pas mettre un goûter d'encens au beau jour. Donc, on changera la date, mais ils auront... Et si, malgré tout, ils ne peuvent pas replacer les 4 dates, le paiement, ce sera, au lieu de faire 1 100 divisé par 4, on continuera et c'est la somme de 275 €, ils la paieront 3 fois au lieu de 4. On va pas les... Déjà, ils seraient pénalisés de ne pas pouvoir tenir les manifestations, il ne faudrait pas qu'en plus ça leur coûte plus cher. Donc on espère qu'ils pourront faire les 4 dans l'année. Donc elles sont juste indicatives les dates. On les va laisser sur une convention qu'on passe tous les ans. Qui est pour qu'on signe cette convention avec l'UNCAFN? Ici, qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, c'est gentil. La suivante, c'est le même principe de convention, sauf que cette fois-ci c'est avec l'UNRPA, qui est la section d'Arnage, mais qui s'adresse aux personnes retraitées et âgées de la commune en général. Donc, pareil, ils ont la salle Beruet un jour par semaine pour les rencontres de cartes et jeux, le jeudi après-midi, les réunions de bureau aussi, donc ça à titre gracieux. Ensuite, la bulle leur est, pareil, il y a une convention d'utilisation pour 7 dates.
pour un montant de 1 500 €, donc toujours comme pour le LC. Si jamais il y avait les dates sont indicatives et s'il y avait une date qui ne pouvait pas reporter, on appliquerait le montant de 250 multiplié par le nombre de fois qu'ils auront utilisé cette salle. Ils ont aussi le terrain de pétanque les vendredis et les mardis de 14 à 19 h. Et de façon ponctuelle, pour chaque demande, là, ils refont une demande, et ça, c'est aussi à titre gracieux. Et alors, il est bien entendu qu'on a prévenu ces deux associations, parce qu'elles avaient des locations, enfin des utilisations de la salle de Rueil. Quand la salle de Rueil va être utilisée par la musculation, on les reporte ici. Donc là, voilà, sans changement pour eux, on leur mettra cette salle à disposition. Elle n'est pas loin, ça ne fait pas trop de changements. Donc voilà. Des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour renouveler la convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ah. La prochaine. Top. Donc, le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, indique que les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter au conseil municipal, et ce dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un ROB, qui est le rapport des orientations budgétaires, c'est-à-dire la description des engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Le ROB donne lieu à un DOB, qui est le débat d'orientation budgétaire, débat que nous allons mener maintenant, et qui est acté par une délibération spécifique. Donc ce DOB, c'est l'occasion de faire le bilan de la situation financière de la collectivité et de définir une stratégie financière en fonction des orientations et priorités de l'année à venir. Et donc je vais laisser Émilie Jourdain nous présenter ce DOB et à nous de l'animer. Je sais pas si tout le monde m'entend. Bonsoir à toutes et à tous. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, ok, ça marche. Bon, écoutez, voilà, ravi de vous présenter le débat d'orientation budgétaire de 2022. Comme vient de le dire Madame le maire, effectivement, comme son nom l'indique, ça doit être un débat. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, nous interpeller si vous avez une quelconque question sur ce qui va être présenté. Voilà. Ce qui va être présenté maintenant. Donc vous allez voir, enfin, ça se décrit de façon plutôt macro, où on va évoquer des éléments nationaux, et puis ensuite ça va descendre au niveau d'intercommunalité, puis de la commune. D'abord sur tout ce qui est partie fonctionnement avec nos recettes et nos dépenses, et ensuite on évoquera toute la partie investissement. Alors, je suis désolé, je vais me retourner de temps en temps parce que je vois pas ce qu'il y a dans mon dos, j'ai pas réussi. Donc voilà. Donc au niveau du contexte national, donc ce qui est prévu actuellement par l'INSEE, c'est effectivement une évolution du PIB de 3,6% pour l'année qui vient. Donc juste pour rappel, le PIB, ce sont les richesses dégagées par la France. Donc voilà, donc il y a une évolution prévue pour 2022 qui est de 3,6. Alors il y en a qui disent 4, on verra bien en fonction de l'évolution au cours de l'année, si on est à 3,6 ou 4. Mais en tout cas, voilà en tout cas des prévisions plutôt optimistes quand même en termes de PIB, à savoir qu'il y a quand même eu une chute, bien sûr, en 2020 extrêmement importante du PIB suite à la crise sanitaire. Toujours dans les mêmes prévisions, donc il y a une prévision d'inflation. Donc l'inflation, pour faire simple, c'est l'évolution générale des prix. Voilà, donc il y a une évolution générale des prix qui est aux alentours d'1,5 prévue pour l'année 2022. Donc ce sont des éléments encore une fois nationaux. Autre élément sur lequel enfin on va pouvoir en tout cas échanger ou du moins comparer, c'est qu'effectivement il est prévu un taux de chômage pour 2022 aux alentours de 7,9%. Juste à titre comparatif, le chômage est à hauteur de 11,8% sur la commune, ce qui explique aussi notre volonté forte sur le plan politique de soutenir toutes les actions en direction de ce public.
Voilà, que ce soit à travers le chantier d'insertion, que ce soit à travers l'épargne, en tout cas il y a une volonté forte de notre commune de pouvoir soutenir le public en difficulté sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a quand même un écart conséquent qui mérite effectivement une attention toute particulière de notre part, entre le national et le local. Bon, il y a eu deux grands événements effectivement sur la réforme des indicateurs financiers voilà, en 2021-2022. En premier lieu, le potentiel fiscal. Donc, qu'est-ce que le potentiel fiscal? Le potentiel fiscal, c'est ce qui mesure finalement la capacité de nos communes à lever les produits fiscaux. Donc, notre capacité effectivement à aller chercher de l'argent. Donc, voilà, il faut savoir que ce potentiel fiscal a été, entre guillemets, impacté par la suppression de la taxe d'habitation, voilà, qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un débat l'année dernière qui a été rassemblé, la taxe d'habitation et la taxe foncière ont été rassemblées sous un seul élément qui est la taxe foncière bâtie et non bâtie. Donc voilà. Et on verra par la suite que cet élément a un impact en tout cas sur notre fiscalité, puisque plus ça va, moins on a de support finalement pour pouvoir lever des recettes supplémentaires au niveau de notre commune, puisque on a de moins en moins la main sur de la taxe, quelle qu'elle soit, et c'est surtout l'État qui compense cette perte de prise en main par des compensations. Alors, quel est l'impact de cette réforme, cette réforme sur le potentiel fiscal au niveau de notre commune? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la commune, nous avons un potentiel fiscal qui est supérieur à la moyenne nationale, ce qui fait que ça influence directement la DGF. Et on voit, alors ça c'est pareil, je pense que c'est un discours auquel les uns et les autres nous commençons à être habitués, c'est ce qui fait que nous perdons, comme nous avons un potentiel fiscal supérieur à la moyenne nationale, que l'on perd de la DGF chaque année. Et sur Arnage, c'est à hauteur environ chaque année de moins 50 000 euros. Encore une fois, c'est des éléments sur lesquels nous allons pouvoir rediscuter après. Je suis vraiment en train de décrire et de présenter un petit peu les choses de façon macro. Donc, malgré tout, malgré ces réformes, effectivement, il y a aujourd'hui, à travers le plan de relance, un soutien de l'État. Donc, entre autres, à travers, donc il y a 100 milliards d'euros, donc 40 milliards sont abondés par le plan de relance européen, dont 50% sont consacrés à la transition énergétique et 25% à la numérisation de l'économie. Ce qui est sûr, c'est que nous, sur les 50% consacrés à la transition énergétique, nous pourrons espérer, et c'est déjà le cas, de pouvoir avoir effectivement un accompagnement financier ou des subventions, puisque aujourd'hui c'est un axe fort aussi de notre politique, que ce soit à travers des investissements forts, comme on peut le voir au niveau de la rénovation du gymnase Fernand Luçon, ou des chaufferies sur lesquelles nous nous posons la question d'avoir des chaufferies qui soient écologiquement plus adaptées, en tout cas à l'avenir, que ce que l'on a pu connaître par le passé. Je continue, hein, tant que je vois que vous ne m'interrompez pas, je continue. Tu nous mets un coup de coude si jamais. Ensuite, au niveau des dispositifs locaux, nous avons voulu mettre en avant effectivement qu'aujourd'hui, il y a au moins deux institutions fortes dans notre accompagnement. En premier lieu, le département, qui effectivement investit aujourd'hui 12 millions d'euros pour les communes sur 3 ans. Et de ces enveloppes, on voit déjà l'impact, nous, sur, entre autres, la rénovation du gymnase Fernand Luçon, puisque nous allons avoir 198 000 euros attribués, entre autres, au titre de la gestion des équipements sportifs, une partie, et l'autre partie, 98 000 euros, dans le cadre du plan de relance. Et tout ça, encore une fois, entre autres lié aussi à la rénovation énergétique. Puis, autre partenaire extrêmement important pour nous, bien sûr, c'est le Mans Métropole. Et là encore, au-delà de ce qui est attribué en termes de subventions, etc., ce que l'on voit, c'est aussi l'impact pour notre commune, puisqu'aujourd'hui, on va percevoir 400 000 euros, toujours au titre effectivement de ce fameux gymnase Fernand Luçon, qui est un investissement fort et un projet important pour nous, au titre du fonds de concours. Avez-vous des questions sur cette première partie?
Il y en a, donc on poursuit. Oui. Je précise quand même, à savoir qu'on n'est pas au bout des subventions, parce qu'il y a le FEDER, il y a peut-être d'autres subventionneurs qui vont venir compenser, amortir l'investissement, amortir notre pouvoir d'achat. Par rapport à Fernand-Leçon, tu veux dire, par Oui, rapport au c'est ça. gymnase? Oui, Oui, c'est ça. non, bien sûr. Alors, ce n'est qu'une partie. Hein. L'objectif pour la rénovation, on l'aborde plus tard, mais pour répondre immédiatement à ta question, l'objectif de la rénovation du gymnase Fernand-Leçon, c'est d'arriver au plus proche des 50% de subventions par rapport voilà, au budget global. Donc, effectivement, voilà. Celle qu'on a là, on en a d'autres qui sont aussi sûres, mais en tout cas, on a aussi voulu présenter les institutions locales qui sont d'un grand soutien dans nos budgets, dans nos investissements. Moi, j'avais une petite précision à apporter, quand même, parce qu'on est passé sur l'impact de la réforme, sur la réforme de la dotation. Quand même, il est important de souligner qu'entre 2014, où la commune touchait 1 million d'euros de DGF, et 2028, entre 2014 et 2028, on va passer de 1 million versés par l'État à 0. C'est quand même assez redoutable et qui montre quand même le désengagement de l'État et le mépris que va avoir parfois l'État pour les collectivités locales. Parce que effectivement, ce million d'euros, il va bien falloir le faire supporter à quelqu'un, et quelqu'un qui va le supporter, globalement, c'est le citoyen. C'est important de le rappeler. Et c'est pas faute d'avoir essayé de réduire l'impact au maximum. Il n'empêche qu'à un moment donné, ce million d'euros, il faut bien trouver un financement. Alors, tu es un petit peu en avance sur le dossier, mais merci. Ma présentation ne fera qu'appuyer tes propos, mais voilà, je te rejoins complètement, Laurent, sur ce sujet. Des petites précisions par rapport au potentiel fiscal, pour savoir pourquoi on a un potentiel fiscal important. On peut regarder un peu les chiffres qui apparaissent dans le vote sur notamment le taux de taxe foncière sur la commune. Donc en 2021 à 34,9%, savoir que le taux départemental se situait à 44,73 et que le taux national à 42,34. Et puis il y a des collègues qui souhaitaient aussi savoir sur des communes de la même strate carnage comment on se situait. Donc moi j'ai fait une petite recherche sur internet, on peut trouver tous les chiffres le dernier c'est 2018. Et c'est quand même intéressant de voir. Donc on a vraiment toutes les communes de France avec 34 000 communes qu'on peut classer par nombre d'habitants et faire des moyennes du coup. Alors j'ai fait deux moyennes, moi j'ai regardé les communes de 5 000 à 6 000 habitants, ce qui représente 401 communes. Et nous, notre taux en 2018 c'était 10,09, parce qu'il n'y avait pas le taux départemental. Donc 10,09 pour Arnage, et pour les 400 communes de 5 000 à 6 000 habitants, c'était à 20,68. Donc voilà, on était 10% moins important que ces communes-là. 10 points. Et j'ai fait le même travail sur les communes de 4 000 à 7 000 habitants, pour élargir un petit peu le spectre, mais qui restent quand même des communes de la même strate. Et là, on se retrouve à 1265 communes et on était à un taux de 20,21. Donc voilà, environ 10 points aussi d'écart, quelle que soit la C'est du moyen que tu parles, parce qu'en fait, si tu veux, autour de nous, des strates équivalentes, ils sont plutôt à 15 qu'à 10. Ah, au niveau du département, là c'est national. National, oui, non, mais j'entends bien. Non, mais c'est quand même un indicateur. On se voit nous aussi sur Arnage, une des collectivités dans cette strate-là, à avoir la plus basse part communale, la plus basse part d'imposition par rapport à d'autres communes qui sont de la même strate mais qui sont à 15%. Qui sont à 15 points, qui sont 5 points de plus. Donc c'est. Voire même. On a pas fait avant ou voilà. Non, mais je pense que c'est en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une situation dont on doit plutôt se féliciter malgré tout. Donc, parce que la ville d'Arnage est quand même une ville où on a un nombre de services extrêmement important, et tant mieux, et avec une fiscalité qui est quand même en dessous d'une moyenne nationale, voire départementale, voire locale. Donc voilà, encore une fois, voilà, ça étoffe un peu les propos à venir, mais voilà, ce sont aussi les orientations, ce sont les futurs slides, mais merci Manu pour ces infos, mais ce sont aussi, voilà, ça va aussi dans le sens des orientations qui sont prévues au budget prédictif et que je vais vous présenter par la suite, qui vont autour de deux axes. D'une, une évolution mesurée des recettes communales, et encore une fois ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on perd la main sur un certain nombre de taxes sur lesquelles nous avions la main, et il y a compensation de l'État de l'autre côté, sauf que la compensation, nous, on n'a pas la main dessus, quoi. D'accord? Donc elle nous est imposée, donc
Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement le deuxième axe important, c'est une maîtrise contenue de l'augmentation des dépenses de fonctionnement que l'on doit avoir effectivement au niveau de la commune. On passe aux recettes. Et oui, bien sûr qu'il y en a. Et donc voilà. Donc si l'on regarde, voilà, je vérifie. Mais effectivement, si l'on regarde l'évolution des recettes communales, alors si vous regardez le BP 2022, on voit qu'il est prévu une baisse de nos recettes communales. Juste, on le compare au CA précédent. Mais si on comparait le BP 2021, le budget prévitif 2021, au budget prévitif 2022, nous serions en augmentation. Sauf que par prudence, et ça c'est une volonté de notre part, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui, donc par prudence, nous avons préféré minimiser nos recettes plutôt que d'être entre guillemets plutôt optimiste et d'avoir une mauvaise surprise à la fin de l'année. Et j'ai juste un exemple à ce niveau-là, c'est ce que l'on appelle les fonds de péréquation, qui sont à la fois au niveau de l'État et au niveau communautaire, pour faire simple, qui représentaient à peu près 110 000 € en 2021 et sur lesquels nous n'avons absolument aucunement la main. Donc on a préféré les évaluer aujourd'hui, non pas à cette hauteur de 110 000, mais aux alentours de 20 000, ce qui fait qu'effectivement, sur ce sujet-là, nous avons déjà un delta qui fait qu'on estime avoir 80 à 90 000 euros de recettes inférieures à ce qu'on a eu l'année dernière. Sauf que oui, là je te rejoins, sauf qu'on espère les avoir. Mais en tout cas, on a construit notre budget, et on compte construire notre budget en tout cas avec ces éléments en moins. Ce qui fait qu'effectivement, il y aura une vraie prudence de notre part. Pour exemple, effectivement, en 2021, nous étions, dans notre prudence, nous étions aussi en négatif par rapport à 2020. Donc on garde cette logique toujours d'être très mesuré dans nos recettes. Bon, sur la slide suivante, vous pouvez constater qu'effectivement nous avons quand même des recettes qui sont plutôt stables. Et donc entre autres, encore une fois j'y reviendrai, grâce aux compensations, mais en tout cas nous avons aujourd'hui encore des recettes qui sont plutôt stables au niveau de la commune. Alors, donc, je l'évoquais tout à l'heure, je vérifie qu'on est bien sur la même... voilà. Donc, effectivement, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le potentiel fiscal de la commune, qui est un indicateur de richesse de notre commune, donc nous sommes considérés comme une commune riche, je pense que c'est lié à notre passé, mais en tout cas, aujourd'hui, on est beaucoup moins que ce qu'on vient nous faire croire. En tout cas, nous sommes considérés comme une commune riche, et comme nous sommes considérés comme une commune riche, nous avons un potentiel fiscal qui est bien inférieur au potentiel fiscal national. C'est ce qui fait qu'effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous avons un écrêtement chaque année de la DGF, et là ça rejoint ce que Laurent évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en comparaison, en 2014, nous percevions 1 million d'euros de DGF, nous sommes à 317 000 cette année. Donc là, on a 700 000 euros quasiment de delta en l'espace de 7 ans, qu'il faut arriver à combler. Et on passera à 0 en 2020. Et on passera, oui, parce que non, c'est pas fait pour s'arranger. Effectivement, cet écrêtement doit nous amener jusqu'à la somme de 0. Donc, effectivement, ce sera 2028. En 2028, nous ne toucherons plus du tout de DGF. Bon, la slide suivante ne fait que représenter ce que je disais. Alors là, c'est extrêmement lisible, c'est-à-dire qu'on voit bien depuis 2014 cette chute, et on voit bien aussi qu'effectivement, c'est à peu près 50 000. Alors il y a eu une période où c'était même bien supérieur à ça, c'est-à-dire que sur les premières années, c'était même entre 100 et 150 000 euros, sauf erreur de ma part. Et ensuite, effectivement, aujourd'hui, ça va être plutôt 50 000 chaque année de perte de DGF. Ensuite, on passe au fonds de péréquation des ressources intercommunales. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, alors qu'est-ce que c'est que les fonds de péréquation? Ce sont effectivement, à un moment, la commune verse un pot commun, voilà, qui est national. C'est de la solidarité, enfin je peux l'évoquer comme ça.
Ensuite, ce pot commun est redistribué à la fois en direct, enfin une partie en direct et une partie via le PCI, donc le Mans Métropole. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour prendre la partie directe, on a versé en 2021 l'équivalent de 26 721 € et nous avons reçu en contrepartie 48 501 €. Donc en 2021, comme les années précédentes d'ailleurs, nous avons été, entre guillemets, plutôt bénéficiaires sur ce sujet. Mais nous n'avons pas la main. Donc nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait notre mesure, enfin nos recettes mesurées, c'est que nous n'avons pas la main sur cette partie-là, donc nous n'avons pas voulu inclure le FPIC dans nos recettes 2022 pour l'instant. Donc, encore une fois, voilà, enfin, la slide qui suit représente, enfin, en termes de chiffres, entre le compte administratif 2019 jusqu'à notre budget prévisionnel 2022, vous voyez l'évolution. Et donc pour 2022, on a prévu moins 7 000 € de recettes sur la partie commun par rapport à ce qu'on a perçu en 2021. Oui. Mais non, enfin, ouais, alors je te rejoins parce que finalement, si on voulait, et nous sommes optimistes, mais comme on n'a pas la main sur ce sujet-là, on se doit d'être prudent effectivement sur nos recettes. Si nous avons ces recettes-là, on saura quoi en faire. Zéro inquiétude là-dessus. Mais tant qu'on ne les a pas, finalement, on préfère les mesurer et se dire, bah, si jamais, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas ces recettes de fonds de péréquation demain, au moins, on aura construit notre budget de façon intelligente et mesurée, sans prendre de risques pour déstabiliser un petit nos finances. Est-ce qu'on a estimé cette prudence? Alors, les chiffres qu'on a minimisés à la fin. Oui, non. Attends, il y a Thierry qui veut intervenir. Peut-être pour te répondre. Sur ce sujet, je crois que la démarche qui a été présentée est pertinente. C'est pertinent parce que la difficulté pour une commune, c'est de prévoir une recette qu'elle ne va pas toucher derrière. En fait, ça veut dire que comme on est tenu de présenter des budgets budgétaires à la fois en recettes et dépenses, c'est le principe de la comptabilité publique. La difficulté, c'est que si on prévoit des recettes que nous n'avons pas, le risque, c'est de faire des dépenses d'engager des dépenses, et en face, on n'aura pas les ressources pour les financer. Et c'est pour ça que sur des données, et notamment sur le LPIC, il faut être extrêmement prudent, parce que ce qui est sûr, c'est ce qu'on va retoucher du fonds de péréquation, enfin, on appelle les crédits de droit commun prévus dans ce qui va nous être attribué par le métropole, ça on peut le prévoir. Par contre, sur la partie complémentaire, il faut être extrêmement prudent. Sur cette partie de mémoire, je crois qu'on doit être autour un peu plus de 50 000 €. Et je te confirme. Imaginons que ces 50 000 €, on ne les ait pas, et derrière on a engagé 50 000 € de dépenses, eh bien on peut enfin, 50 000 € sur un budget de 6 millions, on pourra l'absorber. Et imaginez que ce genre de choses se reproduisent à plusieurs moments dans l'année, en fait, on peut être en grosse difficulté. Donc c'est pour ça que la prudence est mise, je crois que c'est plutôt pertinent d'avoir pris cette démarche. Surtout qu'on le sait, enfin voilà, une collectivité, comme un foyer, comme une association, comme une entreprise, la vie, elle n'est pas lisse, quoi, elle n'est pas linéaire. Donc effectivement, il faut mieux être prudent parce que s'il y avait des imprévus au cours d'une année, etc., au moins on a mis en place cette prudence-là. Oui, Thierry. Mais ça répond à ta question aussi? C'était pour ça, j'avais envie de savoir un peu. Alors, c'est prudent, je suis tout à fait totalement pour. Mais c'est vrai que je voulais savoir le montant, à peu près. Ah, écoute, aux alentours, non, aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet-là, là où on a touché 110 000 l'année dernière, on l'a estimé à 20 000 cette année, quoi. On a touché 48 000, non? Oui, mais tu as deux FPIC, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une remarque. Alors, c'est aussi la difficulté qu'on a, on le voit dans le montage des budgets, je crois que c'est aussi un élément important à prendre en compte, c'est que plus ça va, moins la commune, et c'est le cas pour Arnage, on est de moins en moins autonome financièrement. C'est-à-dire qu'avant, on connaissait nos ressources,
liées principalement à la fiscalité. En fait, aujourd'hui, on est tributaire de dotations. Les dotations, c'est ce que nous verse l'État pour pouvoir assurer une partie de nos missions. Et en fait, la difficulté, c'est celle-là, c'est que quand on prévoyait nos recettes, quand on est maître de la fiscalité, on prend des décisions en fonction du besoin. Là, la difficulté, c'est qu'on dépend d'un tiers extérieur, en l'occurrence l'État, sur lequel on a beaucoup plus de contraintes. Ça veut dire que, en fait, la décision, notamment sur la taxe d'habitation, je crois que ça fait partie aussi d'un débat d'orientation budgétaire, la suppression de la taxe d'habitation enlève de l'autonomie fiscale à la collectivité. C'est-à-dire qu'on est tributaire justement de l'État. Et plus ça va, plus on voit que on dépend en fait des décisions de l'État et on a de moins en moins la main. C'est pour ça qu'il faut aussi être prudent. C'est qu'on est obligé de faire d'autres investissements en fonction de ça. C'est ça. Alors qu'à des époques plus prospères, c'était un petit peu l'inverse. On avait besoin de faire un bâtiment autonome entièrement, on s'arrangeait pour pouvoir le faire. Et là maintenant, non, on a ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais dans le principe, Thierry, juste par rapport à la taxe d'habitation, par rapport qui est transférée maintenant via taxe TH et les fonciers en bâti dessus, maintenant à la nouvelle formule. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça va créer vraiment une difficulté, parce qu'avant, la taxe d'habitation était prévue sur les ménages locataires et propriétaires. Aujourd'hui, demain, la taxe locataire, elle va être absorbée que par les propriétaires. La taxe foncière. La taxe foncière. Et en plus, derrière ça, ça veut dire que les gens, dans le truc, enfin, dans leur déclaration, c'est aussi assujetti à votre rémunération. Et c'est vraiment une problématique parce que là, on a deux difficultés. C'est-à-dire que maintenant, on supportera plus le coût à charge des impôts sur une quantité moindre. Et demain, ça va être beaucoup plus problématique entre les gens qui payaient avec l'imposition, ceux qui payaient pas, enfin ceux qui payaient peu, ceux qui payaient plus. C'est compliqué, hein, c'est vraiment un mécanisme qui n'arrange pas les collectivités. Tu perds progressivement la main sur le choix de tes recettes, entre guillemets. C'est-à-dire que ce ne sont que des compensations ou des dotations. Et nous ne sommes pas maîtres. Il y a toute une partie de nos recettes sur lesquelles que nous ne maîtrisons plus aujourd'hui. Et je pense que nous maîtrisons de moins en moins. On va l'évoquer après. Voilà, il y a un système de compensation qui fait qu'il y a une partie sur laquelle vous prenez ce qu'on vous donne. Quoi. Et vous n'avez pas le choix. Quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas la main dessus. Et là, dans les faits, pour finir ma petite réflexion, le fait ce que je faisais, je me disais que finalement, on disait que sur Arnage, il y avait beaucoup de foyers de maisons propriétaires, de maisons d'habitation type typologie. Mais maintenant, aujourd'hui, on se dit, heureusement d'ailleurs. Parce que le fait accompli, c'est d'ailleurs tout le problème de cette réforme, parce qu'aujourd'hui, on est en train de recréer ce qui existait en France au 19e siècle, c'est-à-dire l'impôt censitaire, c'est-à-dire que ne payaient l'impôt que les propriétaires. Et n'avaient le droit de vote, à cette époque-là, il n'était concerné que par le vote, que les gens qui payaient l'impôt. Sauf qu'aujourd'hui, le droit de vote, il est pour tout le monde et ça tombe sous le sens, bien entendu. Il n'empêche qu'on s'étonne parfois du désintérêt de citoyens sur la chose politique, mais effectivement, en créant un impôt qui devient de plus en plus censitaire, on éloigne de plus en plus le citoyen de la chose politique et de la chose publique. Bon, voilà, c'est peut-être qu'une petite partie de l'explication, mais malheureusement, je pense que ça éloigne les citoyens de la vie publique. C'est une partie, hein, certainement, mais ça... Et pourtant, on nous vend toujours la décentralisation. Oui. C'est la décentralisation dans l'autre sens. Je ne sais pas si on trouve un mot encore. La décentralisation. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de poursuivre. Donc, élément important quand même, malgré tout, parce que même si on maîtrise de moins en moins, mais il y a quand même un partenaire extrêmement important pour la ville d'Arnage en termes de finances, c'est effectivement Le Mans Métropole. Et on a voulu mettre en avant, alors là on le retrouve bien, le fameux FPIC, là, le FPIC. C'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement le FPIC de droit commun, et il y a aussi la partie complémentaire qui est en lien et reversée par Le Mans Métropole. Et vous voyez bien, là tout à l'heure, ça illustre mes fameux 110 000 euros, c'est-à-dire que sur la partie droit commun, on a, Raymond, ce que tu disais, on a reçu 48 000 euros.
Et on voit bien que l'année dernière, sur la partie complémentaire via le Mans Métropole, on avait reçu 68 000, ce qui fait les fameux 110 000 que j'évoquais tout à l'heure. Là, et sur conseil de la Métropole, ils nous ont dit aujourd'hui, mettez zéro, quoi. Parce que même eux, il faut savoir que c'est un pot commun qui redescend après le Mans Métropole et le Mans Métropole qui reverse. Donc, comme il n'y a pas de visibilité sur ce sujet aujourd'hui, ils nous ont conseillé de mettre zéro. Sur les autres éléments, là encore, que vous retrouvez dans ce tableau, c'est sur conseil de Le Mans Métropole qui nous ont dit que vous pouvez mettre tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, il y aura effectivement reversement de Le Mans Métropole sur ces lignes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'évaluer à un peu plus de 151 000 euros. Et l'année dernière, on était à 213, et effectivement, il y a ces fameux 60 et quelques mille euros qui se promènent, en espérant pouvoir les percevoir cette année. Oui, Allemand. Oui, alors je suppose, je vois qu'il y a une grosse diminution pour la taxe, le reversement de la taxe de séjour, puisque maintenant c'est le Mans Métropole qui le touche. Et je suppose que c'est en raison de la pandémie, parce qu'il y a moins de tourisme et tout ça, c'est attaché au tourisme. Oui, ça, oui, Tout à fait, complètement. Oui, c'est bien ça. Parce qu'il y avait 213 000. Ah oui, non, ça c'est bien ça. Il y a plus... Oui, oui, voilà, 213 000. Oui, mais non, le 213 000, Raymond, c'était la totalité. T'étais à 72 Ah oui, mais on était à 960. 72 000. Et ils nous ont dit qu'effectivement, on pouvait reconduire cette ligne de crédit pour l'année prochaine. Ok. Donc on restera sur un équilibre, effectivement, au niveau de ce reversement de la taxe de séjour de la part de Le Mans Métropole. Mais là encore, oui, on n'a pas de visibilité. Vous savez que c'est une compétence Le Mans Métropole. Donc, on espère ça. C'est eux qui nous ont dit qu'on pouvait reconduire. Voilà, là aujourd'hui, nous avons des éléments qui, si c'est là, c'est parce que ça nous a été confirmé qu'on pouvait le mettre là. Ouais, tout à fait. Exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle disait effectivement, tant qu'on a des frais sur le tourisme, c'est plutôt logique qu'on ait un reversement de... Parce que c'est des sommes qu'on touche, mais qu'on doit utiliser vers le Dans ce sens. C'est ciblé. Tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Bon, ensuite, on passe effectivement à la fiscalité. Rappel des deux principales réformes de 2021. Donc, on l'a déjà pas mal évoqué, effectivement. La réforme sur la taxe d'habitation. Donc, il n'y a plus de taxe d'habitation aujourd'hui, sauf sur les résidences secondaires et, j'oublie toujours le second, et les logements vacants. Je vous remercie. Voilà. Et il y a encore quelques foyers qui payent, mais voilà, normalement en 2023, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une taxe. Donc, juste pour rappel, quand même, nous avons tous, j'aime pas forcément le terme, mais nous avons tous économisé notre taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une grande majorité d'entre nous, nous ne versons plus de taxe d'habitation. Donc effectivement, nous ne versons plus que la taxe foncière, même si celle-ci a augmenté parce que c'était un choix aussi politique de notre part l'année dernière, mais elle n'a pas augmenté à la hauteur de ce que l'on pouvait verser les uns les autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le calcul l'année dernière, et elle est loin d'avoir été augmentée à la hauteur de ce que l'on ne verse plus en termes de taxe d'habitation. Voilà. Je ne sais pas si... donc effectivement, encore une fois, on va y revenir par la suite, mais c'est juste pour évoquer le fait qu'aujourd'hui, on va perdre la main sur cette taxe-là, donc on a moins la main sur nos recettes, et donc vous verrez qu'il y a une sorte de coefficient, enfin c'est pas une sorte, il y a un coefficient correcteur qui a été mis en place au niveau de l'État, qui fait qu'on verse une somme, ensuite on reçoit, on aurait dû, pardon, je vais essayer de remettre les choses dans le sens, pour que ce soit le cas pour nous. Ouais, c'est-à-dire, voilà, pour compenser la taxe d'habitation, donc on reçoit la taxe foncière, mais on reçoit aussi la part départementale de la taxe foncière. Donc, comme on reçoit plus que ce qu'on aurait reçu en taxe d'habitation, on nous demande de reverser le surplus, qui est plutôt normal, à l'État. Sauf que vous allez voir, grâce à ce coefficient correcteur, il y a 20 000 euros là qui se promènent, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas on reverse plus que ce qu'on aurait dû avoir. Quoi. Des frais de dossier. Voilà, certainement des frais de dossier, mais en tout cas on n'est pas fort. Mais c'est un coefficient correcteur sur lequel, alors je vous ferai grâce du calcul, enfin nous, entre autres Manu, très honnêtement, à regarder le truc en commission, on n'a pas tout compris, mais on a les éléments pour savoir comment c'est calculé. Et enfin c'est extrêmement complexe, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au passage, nous on aurait dû reverser, on aurait dû reverser 818 euros, finalement on reverse 834. Ah, j'ai fait la même chose qu'en commission, j'oublie les 1000.
Mais je trouve que parfois on s'arrête sur des bricoles. Donc on aurait dû reverser 818 000 euros, pardon, et finalement on reverse 834 000 euros. Donc là on a 16 000 euros qui se promènent, on ne sait ni comment ni pourquoi, mais c'est vraiment la répercussion de ce coefficient correcteur qui fait qu'on perd quelques milliers d'euros là au passage. Oui, et puis on donnait un joli petit mot d'effet coco. Voilà. Pour faire passer la pilule. Exactement. On a eu des formules quand même qui nous permettent de calculer ça. Je me suis amusé à calculer ce que ça aurait fait si on n'avait pas touché aux impôts l'année dernière. Et donc le prélèvement, il n'aurait pas été de 834 000 euros, mais plus de 900 000 euros. On était resté sur les taux de taxes foncières précédents. Donc on a tout fait pour simuler en fait maintenant effectivement l'effet à condition que les formules ne changent pas d'une année à l'autre. Voilà. Mais ça, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie.